Bonsoir à tous et bienvenue à tous les adhérents du réseau Synertiel pour ce deuxième webinaire Ciel. Je suis Damien Vercher, je travaille chez Synertiel, donc au sein de la direction administrative et financière, et j'ai le plaisir de vous accompagner durant une heure environ sur un vaste thème qui est celui de la loi de finances 2021. Vaste par son contenu, mais rassurez-vous, nous avons sélectionné des sujets qui vous concernent, vous, les artisans et chefs d'entreprise du bâtiment et du confort dans l'habitat. En notre compagnie, ce soir, pour vous présenter ces évolutions de cette loi de finances, deux experts pour qui la performance des entreprises qu'ils accompagnent est au cœur de leurs préoccupations. Tout d'abord, François Blanc, expert comptable associé au sein de Gestion Phi et Magellan, cabinet de conseil, d'expertise comptable et d'audit qui réunit aujourd'hui 75 collaborateurs et 7 associés. Nous évoquerons avec lui notamment les bénéfices qu'apporte la loi de finances 2021 à vos entreprises, mais également à vos clients, avec notamment la prime Rénov'. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir Ensuite, à toutes et à tous. pour évoquer un autre sujet qui est également important dans vos activités, à savoir vos parcs de véhicules, nous accueillerons Philippe Ambon, qui est associé chez Olson, une société dédiée à la performance des flottes automobiles. Les équipes d'Olson vous proposent par exemple des solutions pour réduire le coût de vos flottes, mais également pour vous accompagner dans la transition énergétique. Ils proposent une solution de gestion de flotte automobile et gèrent environ 2000 véhicules à ce jour pour le compte de leurs clients. Bonsoir Philippe. Bonsoir Damien. Merci à tous les deux d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle à vous, chers adhérents, que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit à l'aide du bouton questions et réponses en bas de vos écrans tout au long de cette intervention, et nos experts y répondront à la fin de ce webinaire Ciel. Et donc, je vais laisser la main à François Blanc qui va évoquer donc les bénéfices de la loi de finances 2021. François. Parfait, merci pour la transition. Donc, on va commencer sur une première partie, effectivement, sur le volet entreprise, avec notamment l'impôt sur les sociétés, la baisse d'un certain nombre d'impôts de production, également un aspect sur le renforcement des fonds propres via une méthode qui s'appelle la réévaluation libre. Quelques volets également au niveau social sur des aides à l'embauche, et puis une deuxième partie qui sera consacrée au volet particulier, donc comme il a été dit en introduction, sur les évolutions de ma prime Rénov', et le crédit d'impôt pour le recharge pour les bornes électriques. Voilà. Je vais mettre mon écran en partage pour que tout le monde puisse visualiser donc, le support et suivre. Donc, logiquement, cela devrait s'afficher. Donc, sur une première partie, effectivement, donc, la loi de finances pour 2021, en fait, a poursuivi et entériné la baisse progressive de l'impôt sur les sociétés, qui vous concerne tous, j'imagine. Cette baisse avait déjà été initiée depuis la loi de finances 2018. Donc, en fait, elle suit déjà un programme initial qui avait été prévu déjà depuis quelques années et qui tente à harmoniser, en fait, au sein des pays membres de l'Union européenne, le taux de l'IS pour avoir une convergence vers le taux moyen qui est de 25%. Ce taux de 25% juste François, je me permets d'intervenir. Je crois qu'on ne voit pas vos slides, votre partage d'écran n'a pas fonctionné. Alors, pardon, je pense que je l'avais pourtant. Alors, hop. Désolé pour ce contretemps. Non, mais c'est bon. Maintenant, ça fonctionne. Vous pouvez reprendre. Ok, parfait. Désolé. Donc, je disais effectivement que la loi de finances donc pour 2021 donc, a entériné effectivement la baisse progressive effectivement de l'IS avec un horizon en 2022, un taux global pour toutes les entreprises et quels que soient les seuils de chiffre d'affaires et de montant de résultats à 25%. Voilà. Donc, vous avez à l'écran un barème donc effectivement qui montre cette évolution sur les prochaines années. Donc, effectivement, en 2020, on a quand même un taux normal qui est toujours à 28 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros.
Et puis, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions d'euros, le taux est de 28% jusqu'à 500 000 euros de bénéfices et 31% au-delà. Cette baisse ensuite se poursuit sur l'année 2021 avec un taux de 26,5% donc, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et un taux de 27,5% pour celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 250 millions. Et enfin, à l'horizon 2022, un taux normal unique pour toutes les entreprises de 25%. Voilà, je rappelle quand même que c'est une baisse assez conséquente, puisqu'il y a encore de ça quelques années en arrière, le taux normal était à 33 un tiers, bon nombre d'entre vous s'en souviennent. Et pour faire encore un petit peu d'histoire, le taux d'impôt sur les sociétés avant 1985 était de 50%. Voilà. Donc, c'est quand même une baisse assez significative qui devrait également permettre aux entreprises effectivement d'améliorer également leurs résultats. Je rappelle également qu'au-delà du taux normal de l'IS, il existe également un taux réduit, ce taux réduit de 15%, qui continue à s'appliquer effectivement pour les entreprises dont le chiffre d'affaires était jusqu'en 2020 de 7 630 000 euros. Et en fait, ce chiffre d'affaires est porté à 10 millions d'euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Donc, il y a également un élargissement de l'application du taux réduit. Je rappelle que ce taux réduit s'applique de 15%, s'applique jusqu'à un bénéfice de 38 120 euros. Voilà. Je rajoute simplement qu'il y a deux conditions essentielles à l'application de ce taux réduit, au-delà du chiffre d'affaires que je viens déjà de citer. C'est que le capital soit détenu au moins à 75% par des personnes physiques et que ce même capital soit entièrement libéré. Voilà. Donc, voilà pour ce volet impôt sur les sociétés qui, en tout cas, confirme la tendance effectivement à la baisse et vers un taux unique pour l'ensemble des entreprises à 25%. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, on est plutôt sur la bonne voie. Voilà. Suite effectivement à l'impôt sur les sociétés, d'autres impôts effectivement vont être réduits, et ce dès 2021. C'est ce qu'on appelle les impôts de production qui comprennent donc la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et également la CFE. La CVAE et la CFE, ça effectivement constitue ce qu'on appelle la CET, qui est la contribution économique territoriale, qui a remplacé maintenant depuis quelques années déjà l'ancienne taxe professionnelle, et dont une partie effectivement des fonds est redistribuée aux communes, départements et régions. Et en fait, la loi de finances a prévu tout simplement de fortement alléger ces impôts, puisqu'ils vont être divisés par deux à partir de 2021, notamment par la baisse de la contribution aux régions. Voilà. J'oubliais également de mentionner que la taxe foncière également sur les propriétés bâties, là on ne parle effectivement que des biens professionnels, vont être également réduits à partir de 2021. En fait, c'est tout simplement les assiettes imposables qui vont être réduites. Voilà. Je passe sur le slide. Donc, voilà, réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, également de la CFE. Je rappelle que la CFE, effectivement, c'est une contribution effectivement directe qui impose en fait tout ce qui est bâtiments, locaux, à usage professionnel, et qui va être également réduit, ainsi que la taxe foncière sur les immeubles d'entreprise. C'est ouvert effectivement cette mesure en fait à toutes les entreprises qui sont redevables bien sûr de ces impôts. Il n'y a pas de disposition particulière, enfin il n'y a pas de mesures particulières à faire. Ça sera effectivement automatiquement fait par l'administration lors de l'établissement des avis d'imposition qui seront établis au courant de l'année 2021 aux échéances habituelles, généralement juin, septembre et décembre en ce qui concerne la CFE. Donc, bonne nouvelle, ces impôts vont être allégés de manière significative à partir de l'année 2021. Et a priori, cette mesure devrait être pérenne sur les prochaines années, 2022 et au-delà. Bien évidemment, vous savez tous comme moi qu'on ne sait pas de ce que demain sera fait. Donc, pour l'instant, effectivement, le gouvernement mise sur
en tout cas la pérennité de ce dispositif, mais il pourrait peut-être être remis en cause dans les années futures. En tout cas, à partir de 2021, c'est une certitude, ces impôts vont être divisés par 2. Le thème suivant est un thème alors, un peu technique, mais qui mérite quand même d'être connu. C'est un dispositif en fait qui s'appelle la réévaluation libre des actifs, c'est-à-dire en fait de certaines composantes de vos bilans, et notamment les actifs immobilisés corporels et financiers. En fait, cette mesure de réévaluation libre, elle permet effectivement de pouvoir renforcer les fonds propres des PME pour les aider effectivement à investir et à se développer et surtout à augmenter leur capacité de financement. Je rappelle simplement que la comptabilité en France est basée sur un principe de base qui est celui du coût historique, c'est-à-dire que les actifs qui sont comptabilisés dans vos bilans le sont à leur coût historique, c'est-à-dire à leur prix de revient ou à leur coût d'achat. Et qu'a priori, il n'est pas possible de les réévaluer à leur valeur réelle. Vous pouvez avoir dans vos actifs des biens immobiliers, des terrains, des constructions, etc., des titres également, des titres de participation qui constituent des immobilisations financières qui peuvent avoir effectivement une valeur aujourd'hui bien supérieure à leur valeur comptable qui a été effectivement au moment de leur acquisition. Donc, ce dispositif de réévaluation libre, en fait, il permet de substituer tout simplement à la valeur historique du bien, qui est comptabilisée aujourd'hui dans votre bilan, de leur substituer une valeur réelle, qui est une valeur aujourd'hui, la valeur de marché, par exemple, pour un bien immobilier. En contrepartie de la réévaluation de ces actifs, la contrepartie, c'est que dans les fonds propres dans l'entreprise, donc ce qu'on appelle les capitaux propres de l'entreprise, la plus-value, en fait, latente, va être comptabilisée dans ce qu'on appelle un écart de réévaluation qui va donc pouvoir augmenter les fonds propres de l'entreprise. Voilà, ce qui permet effectivement, mécaniquement, de pouvoir augmenter les fonds propres. Alors effectivement, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une conséquence non négligeable dans cette opération, c'est évidemment les conséquences fiscales, puisqu'évidemment, qui dit réévaluation dit plus-value. Donc, a priori, le principe était une taxation immédiate des plus-values. Néanmoins, dans le projet de loi de finances, le gouvernement, effectivement, a prévu un dispositif particulier qui permet, effectivement, de pouvoir étaler et différer cette imposition et voire pour certains types d'immobilisation, d'avoir un sursis d'imposition, c'est-à-dire, en fait, de ne pas payer aujourd'hui, au moment de la réévaluation, l'impôt sur la plus-value, mais ce sursis, en fait, fera décaler le paiement de l'impôt au moment de la cession ultérieure du bien. Voilà. Ça, ce dispositif de sursis d'imposition est valable pour ce qu'on appelle les immobilisations non amortissables, comme des terrains, des titres de participation. Je rappelle simplement, je l'avais cité, mais je le rappelle également, que ce dispositif de réévaluation libre ne concerne que les immobilisations corporelles et financières. Ça ne concerne ni les stocks, ni des valeurs mobilières de placement qui sont constitutifs plutôt d'éléments de trésorerie, et surtout pas les éléments incorporels que sont les marques, les brevets et les fonds de commerce. Les éléments incorporels sont exclus de ce dispositif. Néanmoins, effectivement, ça va essentiellement concerner éventuellement les constructions, voire des titres de participation. Sur le matériel, effectivement, tout ce qui est matériel, agencement et autres, sur des choses qui sont amortissables, effectivement, on peut avoir un différé d'imposition qui peut aller effectivement jusqu'à 15 ans, par exemple, pour les constructions, donc ce qui permet effectivement de pouvoir étaler la dette liée à l'impôt sur cette plus-value de réévaluation. Voilà. Donc, sachez que ce dispositif existe. Vous pouvez vous rapprocher effectivement, éventuellement, de votre conseil pour effectivement en savoir plus. Je rappelle effectivement simplement un dernier point, c'est que ce dispositif est applicable pour les bilans qui vont être clos au 31 décembre 2020 et pour l'instant, il est applicable jusqu'aux clôtures des bilans jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà. Donc, vous avez encore 2020, 2021, voire 2022, si vous voulez bénéficier de ce dispositif qui permettra effectivement à la fois d'améliorer votre actif et surtout, effectivement, en contrepartie, de réévaluer finalement les fonds propres de l'entreprise et donc de votre capacité à investir et éventuellement pouvoir lever des financements auprès de partenaires bancaires ou autres.
Et enfin, j'avais un dernier point que j'ai cité, mais je vous renverrai au lien effectivement que j'ai indiqué sur ce document de présentation, qui est effectivement un autre dispositif alors, qui concerne plus particulièrement les entreprises plutôt en difficulté ou celles qui ont été fortement impactées par la crise sanitaire actuelle et qui ne sont pas éligibles ou qui ont eu des refus de prêts, les fameux prêts garantis par l'État. La BPI a mis en place ce qu'on appelle un prêt participatif où ces entreprises peuvent solliciter des fonds. Et ces fonds, en fait, sont versés sous forme de subventions, non forcément sous forme de prêts, et donc sont assimilés ce qu'on appelle à des quasi-fonds propres. Voilà. Donc je le cite, mais en fait, l'idée principale, c'était surtout de vous sensibiliser sur le dispositif de la réévaluation libre, qui, elle, a vraiment un vrai impact, peut avoir un vrai impact sur vos bilans, et notamment par l'augmentation et le renforcement de vos fonds propres. Eh bien, merci François pour ce premier point qui est un peu sur de la fiscalité des entreprises. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les lois de finances se succèdent et il y a quand même une réelle volonté de l'administration d'alléger les charges. Vous le rappeliez tout à l'heure avec notamment le taux de l'impôt sur les sociétés qui diminue maintenant depuis plusieurs années. Et avec ce point, effectivement, des fonds propres. Alors, déjà quelques petites questions. Une petite question qu'on verra tout à l'heure, mais notamment sur un peu une définition de ces fonds propres et dans quel cadre on peut nous demander la valeur de ces fonds propres. J'en profite pour vous rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions et de continuer à en poser. Donc, on vous invite vivement à le faire puisque nos experts François Blanc et Philippe Ambon y répondront à la fin de ce webinaire-ciel. On va rester avec la fiscalité. Cette fois-ci, on s'en va du côté de la fiscalité des véhicules avec vous, Philippe, qui allez nous éclairer et nous aider à comprendre un peu plus toutes les subtilités de la fiscalité de nos véhicules. Merci beaucoup, Damien. En effet, la fiscalité automobile, c'est une vache à lait historique de l'État. Et donc aujourd'hui, elle est composée de 4 couches. On parle souvent du millefeuille des coûts des voitures. Ce qui est intéressant, c'est que les voitures aujourd'hui, en tant qu'adhérence inertielle, vous êtes confrontés à la fois aux besoins de mobilité des collaborateurs et en même temps, finalement, vous avez en face de vous des chefs d'entreprise qui se posent des questions. Est-ce que je dois mettre une voiture électrique ou pas? Alors, c'est un vaste sujet en ce moment et on accompagne de nombreux grands groupes sur ces questions-là, y compris des gens qui fabriquent des bornes et qui se posent des questions sur comment ils vont déployer ça en interne chez eux. Donc, c'est vous dire, parce que c'est un sujet RH. On va devoir mettre des bornes au domicile. Je crois qu'on parlera après des éléments de la fiscalité pour les particuliers. Et finalement, pour vous, chef d'entreprise ou gérant, eh bien, vous avez des questions autour de ces sujets-là. Alors, le sujet que tout le monde connaît, c'est le malus. Et ça, finalement, il faut se remettre avec une perspective en arrière. Souvenez-vous, on est en 2007, Grenelle de l'environnement, le ministre Borloo lance une discussion avec des partenaires et on décide finalement de commencer à flécher le fait qu'il faut prendre des voitures plus vertueuses en termes d'émissions de CO2. On a bien le sujet du réchauffement climatique en ligne de mire et si vous regardez la courbe, eh bien là, c'est la courbe du démarrage. On démarre à 155 grammes à l'époque et c'est une courbe qui va se pontifier chaque année un petit peu plus et sur lequel on va aller de plus en plus fort. C'est-à-dire que le législateur, le régulateur nous dit il faut arrêter d'acheter des grosses voitures. Et donc, ça, c'est une taxe qui va taper au portefeuille à la fois les particuliers et les entreprises. C'est un schéma qui s'appelle bonus-malus et finalement, très très rapidement, les Français, quand on flèche les choses et que d'un côté il y a une carotte et de l'autre côté un bâton, vont faire le choix de véhicules plus vertueux d'un point de vue émission de CO2. Et donc, le système va être victime de son succès et très rapidement devenir le schéma qu'on appelle maintenant entre nous le malus-malus écologique, puisque à moins de prendre un véhicule électrique, vous n'en bénéficierez pas. Ce schéma de bonus a connu une petite baisse en trompe-l'œil entre 2018 et 2019, puisque vous voyez ici une courbe qui s'est abaissée, mais entre-temps, on a changé le référentiel pour calculer les émissions. C'est un petit peu comme si je vous disais, dans votre cuisine, vous avez mis un thermomètre dehors. Du jour au lendemain, je change le thermomètre d'un Fahrenheit à un Celsius. Vous mesurez toujours des degrés, mais vous ne les mesurez plus de la même manière. Et bien, c'est exactement pareil pour les émissions de CO2. On a changé la méthode d'homologation, même si on mesurait la même chose. Et donc, la même voiture, eh bien, on a voulu une neutralité fiscale, ce qui fait que globalement,
Si vous regardez la courbe grise, eh bien, elle était à peu près au même niveau en rajoutant une dizaine de grammes. Et c'était à peu près ce qui se passait quand on passait du précédent système au nouveau système. Et dès 2020, on remet en route la pente jusqu'au 1er mars. Et au 1er mars, on rebascule sur un nouveau système d'homologation qui est la norme WLTP. L'origine de tout ça, le Dieselgate, le constructeur Volkswagen qui se fait prendre la main dans le pot de confiture. Il a fraudé, il débranchait tous les mécanismes anti-pollution de ses voitures. Et dès qu'on détectait, l'électronique de la voiture détectait un début de cycle d'homologation pour vérifier combien ça émettait, ça rebranchait tout. Et donc ça a été vraiment un scandale majeur et ça a permis de mettre sur la table ce sujet et de dire j'achète une voiture donnée à 6 litres au 100. En fait, quand je fais la moyenne de ma consommation avec ma carte totale, je suis plutôt à 7 ou 8 litres. La manière de mesurer n'est pas juste. Mettons en place une nouvelle manière de mesurer. C'est la norme WLTP. Cette nouvelle norme WLTP, on voit dans le projet de loi de finances qui a été voté, on nous a dit, si vous n'avez pas compris, on va maintenant vous le faire comprendre encore un peu plus fort. On déplafonne le montant qui était à 10 000 € pour le passer à 20 000. Et puis l'année d'après, ça va encore monter un peu, et puis encore un peu. Et on vous annonce d'ores et déjà qu'en 2022, ça ira jusqu'à 50 000 €. Donc, si le message n'était pas clair, il est maintenant extrêmement pertinent de comprendre que l'achat de grosses cylindrées, en tout cas, la France n'en veut plus. Et on peut le faire, ce n'est pas interdit, mais dans ces cas-là, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Il y a eu beaucoup d'émotions quand on a parlé de ces modes de fiscalité. Attention, hein, on parle de 15 à 17 000 immatriculations par an. Ce n'est pas la voiture de monsieur et madame tout le monde. Quand vous commencez à avoir des véhicules qui arrivent dans les tranches qui sont hautement fiscalisées, vous êtes sur des voitures à plus de 200 grammes, vous êtes offert un gros moteur. Mais le bonus, il est revenu. Il est revenu sous forme de bonus sur les véhicules qu'on appelle à faible émission, c'est-à-dire des véhicules qui émettent moins de 60 grammes de CO2. Et désormais moins 50 grammes depuis 2021. Et donc, on vous dit, globalement, si vous achetez un véhicule électrique entre janvier et juin, vous touchez 5 000 € de bonus si le véhicule coûte moins de 45 000 €, et puis 3 000 si le véhicule coûte moins de 60 000 €. Là encore, on critique souvent le mode de fonctionnement, mais le législateur a été plutôt adroit. Qu'est-ce qu'on fabrique en France ? Des Zoé. Une Zoé, ça vaut moins de 45 000 €. Qu'est-ce qui coûte plus de 60 000 €? Une Tesla, c'est des emplois aux États-Unis versus des emplois en France. Donc, c'est de l'argent des contribuables. On va plutôt verser ces bonus pour des véhicules qu'on fabrique en France ou en Europe. Et c'est la logique de construction qui a été faite et suivie. C'est un protectionnisme caché pour finalement permettre de sponsoriser, favoriser l'émergence de la filière électro en France. Bien sûr, si vous achetez des véhicules d'occasion, vous avez aussi un malus, mais globalement, ce qu'on constate en entreprise aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt sur des véhicules récents. Le malus, on en a parlé, vous le connaissez tous. Maintenant, quand on veut financer un véhicule sur son entreprise, arrive le deuxième sujet, beaucoup plus violent, la taxe sur les véhicules de société. Alors, cette taxe-là, elle est aussi intégralement basée sur les émissions de CO2. Et on avait précédemment un barème un petit peu compliqué, c'est-à-dire que les voitures que vous avez en parc aujourd'hui et qui datent d'avant le 1er mars 2020 sont dans l'ancien barème. Et donc, ces voitures qui étaient immatriculées avec une carte grise en NEDC, eh bien, elles sont toujours avec ce mode de fonctionnement. Comment ça marche ? Je prends ma carte grise, le nombre de grammes, je multiplie par le prix du gramme et j'ajoute 20 € ou 40 € si ma voiture a été immatriculée après 2015, en fonction que ça soit un diesel ou tout le reste. Dites-vous qu'essence est assimilée, superéthanol, GPL, bref, il y a 20 € de taxes en plus. Donc, si j'ai une voiture qui émet 100 grammes de CO2, je suis dans cette tranche-là. 100 grammes x 2, 200 €, c'est un diesel, 240 €. Ça reviendra donc à 20 € par mois de TVS. Ce barème était un peu complexe et donc le régulateur est passé sur un schéma qui fonctionne exactement comme le bonus. Et donc, on a une lecture directe. Donc, aujourd'hui, eh bien, le grammage a changé. Donc, vous vous souvenez, hein, ça a augmenté un peu les émissions mesurées. Et donc, aujourd'hui, si je suis à 134 grammes, je vais payer 295 € plus 20 ou 40 € selon que j'ai choisi un véhicule essence ou diesel. Cette TVS, elle paraît légère, mais vous avez vu qu'entre 130 grammes et 170 grammes, on est passé quasiment de 250 € à 1 750 €. Donc, c'est une courbe qui n'est pas du tout une courbe linéaire. C'est une courbe exponentielle et qu'on a voulu vous remettre en visibilité ici pour que vous compreniez.
Si vous ne l'aviez pas compris sur le malus, eh bien, le régulateur, là encore, vous dit on ne veut plus de grosses cylindrées qui émettent du CO2 en France. On a un sujet d'urgence climatique. Et dans le mot urgence, il y a le mot, dans le mot urgence climatique, il y a le mot urgence. Donc, arrêtons de mettre à la route des véhicules qui émettent beaucoup de CO2. Et donc, vous voyez que la pente, précédemment, on avait un schéma que je vous ai montré, le NEDC, où il y avait des cliquets, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on changeait de seuil à 1 gramme près, on se retrouvait avec une fiscalité qui pouvait doubler. Et bien là, on a une fiscalité qui va être beaucoup plus mesurée dans ses augmentations. On va éviter les doublements sur 1 gramme. En revanche, la pente a une courbe beaucoup plus pentue. Et donc là, au-delà de 150 grammes, vous commencez à avoir une augmentation significative. À 157 grammes, vous avez dépassé le barème de l'année dernière. Et on a limité le plafond là à 170 grammes, mais c'est une taxe qui est annuelle et qui se pontifie chaque année. Donc, si je prends un véhicule qui est limite cette année à 600 €, ce véhicule que la plupart du temps, vous conservez 3, 4 ans quand vous êtes une entreprise, eh bien, dites-vous que le barème de l'année prochaine, vous allez vraisemblablement vous retrouver avec une pente qui démarrera beaucoup plus tôt et donc une augmentation de la fiscalité très lourde. Donc, quand j'achète une voiture et que je vais la conserver un certain temps ou que je la prends en location longue durée, venir tangenter les seuils qui vous font basculer dans une hausse sensible de la fiscalité, c'est prendre une garantie d'augmentation très violente de la fiscalité en année 2 et 3. Donc attention, gros point d'attention de vigilance sur ce sujet-là. Les véhicules hybrides et les véhicules électriques, eh bien les électriques sont totalement exonérés de cette taxe-là. On dit que les véhicules électriques, nous, dans nos missions, ils sont totalement dumpés fiscalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, on vous donne un bonus, on vous a donné un billet de 5 000 € ou 4 000 € en fin d'année. En plus de ça, vous ne payez pas la TVS et donc finalement, ça permet de redonner une cale fiscale malus sur les véhicules thermiques qui donne un vrai coup de boost à la compétitivité économique des véhicules électriques. Les hybrides rechargeables et essence assimilée, eh bien, à partir du moment où ils vont émettre moins, alors je crois que c'est une coquille, je crois que c'est 60 grammes, vont être exonérés pendant 36 mois. Donc, vous avez 3 ans sans TVS et à partir du 37e mois, vous recommencez à payer la TVS. Bon, jusque-là, on était dans les choses assez lisibles. Maintenant, on va parler des AND, les amortissements non déductibles. Alors là, vous avez besoin de parler à votre conseil comptable parce que c'est lui qui maîtrise les arcanes de ce calcul-là. Mais vous avez une troisième couche du millefeuille qui, pour le coup, est très pernicieuse. On ne la voit pas arriver. Je m'explique. Ne vous perdez pas sur le graphique. Suivez-moi. Les amortissements non déductibles. Quand vous achetez quelque chose au-delà d'une valeur d'environ 1 000 €, vous avez le droit d'amortir le bien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réduire le coût de la fiscalité de votre entreprise en déduisant de l'assiette imposable le montant de l'amortissement. Le législateur a encore une fois réfléchi et s'est dit oui, mais entreprise, il y a un moment donné où il ne faut pas utiliser l'entreprise, surtout pour les chefs d'entreprise, comme un moyen de s'offrir des grosses cylindrées, des belles voitures, des voitures de luxe. Et donc, eh bien, je vais mettre une cale. Jusqu'à 18 300 €, le véhicule, c'est un outil, que ce soit la voiture du patron ou la voiture d'un salarié, on peut avoir pour 18 300 € 4 roues, un moteur, un volant et un châssis autour de tout ça. Au-delà de 18 300 €, ça devient un peu superfétatoire. Et donc ça, eh bien finalement, je n'autorise plus l'amortissement. Quand vous achetez le véhicule et que vous êtes propriétaire, facile. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises ont basculé sur des modes de financement qui sont la location avec option d'achat ou la location longue durée, qui est la plus populaire sur le marché. Ce n'est pas vous qui avez acheté le bien, c'est le loueur. Et donc le loueur, lui, en tant que loueur, va amortir intégralement le bien. En revanche, vous, en tant qu'entreprise, tout ce qui dépasse 18 300 €, vous devez le réintégrer à votre résultat imposable. Comment ça marche? Eh bien, prenons un exemple tout simple. J'achète une voiture qui vaut 28 300 € remisée. Le législateur me dit, tu as le droit de déduire 18 300 €. Il me reste 10 000 € que je dois réintégrer. Le loueur qui amortit sur 5 ans, eh bien, finalement, 10 000 € que je divise par 5 années, ça fait 2 000 € à la fin de l'année. Mon entreprise, si j'avais fait 10 000 € de bénéfices, 10 000 € de résultats imposables, je vais devoir rajouter 2 000 € de résultats virtuels générés par le fait que cette voiture, je ne peux pas réintégrer dans mon bénéfice. Donc, je vais payer des impôts, non pas sur 10 000 fois 26,5%, je reprends le bon taux de François, mais je vais devoir payer des impôts sur 10 000 plus 2 000 de réintégration fiscale.
C'est-à-dire que j'ai augmenté mon taux mon imposition, grosso modo, de pas loin de 600 €. Et ça, c'est par voiture, pour une voiture à 28 300 €. Donc, quand je commence à m'acheter une voiture à 50 60 000 €, eh bien là, tout d'un coup, la punition devient très violente. Le législateur m'a dit une autre chose. Si tu n'as pas compris qu'il y avait un malus qui tapait fort, si tu n'as pas compris qu'il y avait une TVS qui tapait fort, j'en rajoute une troisième couche pour toi. Les amortissements non déductibles. Si tu prends un véhicule qui émet plus de 160 grammes de CO2, on ne va pas déduire 18 300 € du prix de la voiture, mais seulement 9 900. Donc là, je viens de reprendre une augmentation du coût de ma fiscalité. À l'inverse, le législateur a constaté que finalement, les véhicules hybrides rechargeables coûtaient plus cher, et pareil pour les électriques. Un hybride rechargeable, en général, il fait entre 20 et 50 grammes de CO2 sur la carte grise. Eh bien, j'ai 2 000 € de carotte pour compenser que le véhicule coûte plus cher. Et cerise sur le gâteau, un véhicule électrique, eh bien, je vais pouvoir déduire 30 000 €. Alors, regardons et faisons un exercice ensemble, très simple. Un véhicule comme une Tesla qui vient d'abaisser ses prix largement, vous allez toucher un bonus au seuil maximum avec la Tesla Model 3 qui est passée sous les 45 000 €. Vous allez de la même manière récupérer 30 000 € en moins. Donc, si le véhicule coûte 35 000 €, pardon, vous avez un amortissement à 30 000 € qui est déductible, il reste 5 000 €, c'est-à-dire quasiment rien. Là où pour 35 000 € avec un véhicule thermique classique, vous auriez eu 17 000 € à réintégrer globalement. Et la deuxième chose intéressante, c'est que le code des... Pardonnez-moi. L'article, l'alinéa 660 du Code des impôts et 670 nous autorise à déduire intégralement le prix de la batterie. Donc, quand j'achète une Tesla, eh bien, j'ai une batterie qui est donnée pour 7 à 10 000 €. Et donc, finalement, ça vient se déduire aussi du prix d'achat de la voiture. Donc, si j'ai acheté une voiture qui vaut 40 000 €, que j'ai une batterie valorisée à 10 000 €, je retiens donc 30 000 € et j'ai le droit de déduire 30 000 €. Eh bien, je n'ai plus d'amortissement non déductible. Donc là, à nouveau, on a une cale fiscale extrêmement pertinente pour les véhicules électriques. Dernier point, et non des moindres, on a vu là des éléments fiscaux, mais vous avez au niveau de votre direction des ressources humaines des déclarations à faire au niveau de l'URSSAF, le fameux avantage en nature, puisque vous mettez à disposition un bien dont les collaborateurs ont un usage à titre personnel. Là, je parle exclusivement des VP, véhicules particuliers, ce sont les véhicules de tourisme. Les utilitaires en sont totalement exclus. Bon, ça, c'est le rappel de ce que c'est. Et donc, ça doit figurer sur le bulletin de salaire, mais les équipes RH et les équipes paye chez vous sont bien au courant de ce sujet-là. Il y a une règle pour le calculer. Là encore, je vous ai mis un abstract qui permet de revoir les barèmes de l'URSSAF. Alors oui, c'est clair comme un document de l'URSSAF, mais je vous invite à jeter un œil aux deux cases qui sont celles qui nous intéressent, c'est-à-dire celles qui sont entourées en orange. Si j'achète la voiture, l'URSSAF me dit, pour savoir combien ça va coûter, tu prends 9% du prix d'achat remisé de la voiture et c'est sur cette assiette-là que toi, entreprise, tu vas payer des charges patronales. Et le collaborateur va payer, lui, à peu près la moitié en charges salariales. Donc, si j'ai une voiture qui m'a coûté finalement 10 000 €, 9% de 10 000, il reste 900 €. 900 €, l'entreprise va payer la moitié, 450, et le collaborateur, l'autre moitié, c'est-à-dire environ 225. Ça, c'est dans le cas de figure où je n'ai pas l'usage de la carte carburant pour mon usage privé, c'est-à-dire les week-ends et les vacances. Si l'entreprise va au-delà, c'est-à-dire qu'elle me donne la carte carburant à usage illimité, eh bien, l'usage illimité, c'est ce calcul plus les frais réels de carburant engagés à titre personnel, ou alors un forfait beaucoup plus simple à gérer, 12% du prix d'achat de la voiture. Si je loue la voiture, là, j'ai une possibilité d'utiliser un deuxième barème. 30% du loyer plus entretien, plus assurance. Et en général, si je suis un petit rouleur, et donc un chef d'entreprise qui roule assez peu, eh bien finalement, c'est plutôt intéressant parce que le loyer, j'use peu la voiture, donc si je l'use peu, le coût est relativement faible. Si je rajoute le carburant, alors là, ce barème est très pénalisant puisque c'est 40%, mais on change à la fois le numérateur et le dénominateur, puisque c'est location, assurance, entretien, mais la consommation du carburant. Je préconise surtout de ne pas aller dans cette direction-là.
Attention, si vous êtes un grand groupe, mais je pense que vous êtes surtout là des entrepreneurs, si vous aviez des remises qui dépassent les 30%, l'URSSAF vous dit attention, ce n'est pas parce qu'on est une entreprise que le bien qu'on met à disposition du collaborateur n'a pas une valeur. Et donc, malgré les grosses remises que vous pouvez avoir sur la voiture, je vous impose de plafonner à 30% le niveau de remise que vous pouvez utiliser pour calculer l'assiette sur laquelle on paiera des avantages en nature. Sauf que derrière, on a un vrai problème pour les véhicules électriques. Pourquoi ? Parce que le véhicule électrique, il ne coûte pas plus cher à l'usage, il coûte plus cher à l'achat. Et donc, si ça coûte beaucoup plus cher, quand je prends une voiture électrique, je me retrouve à payer beaucoup plus cher mon avantage en nature. Et donc, dans plein d'entreprises, on avait des gens qui prenaient la grille des voitures qu'on leur proposait et le montant de ce qu'ils allaient payer de leur salaire, de leur poche, était le même entre une Zoé et une Audi A4. Il n'y a pas photo. Personne ne prenait le véhicule qui allait lui coûter beaucoup plus cher si en plus on avait toutes les questions et les problématiques du véhicule électrique. Eh bien, depuis novembre dernier, le gouvernement a réglé ce problème qu'on traînait depuis maintenant 5 ans et, à ce titre, a dit je vais vous faire un abattement. Je vais faire un abattement et donc, si vous regardez ici, alors c'est un peu technique, mais on va le regarder de manière simple. La colonne de gauche, une Clio, ça vaut 20 000 euros, 21 000 euros. On avait 30 points de remise. Remisé, ça faisait 15 000 euros. 9% de 15 000 euros, ça faisait 1 358. L'entreprise, elle payait 50% de charges salariales, le salarié à peu près 25%, et il payait de l'impôt sur le revenu dessus. Avant la LOM, la loi d'orientation des mobilités, finalement, le collaborateur, quand il prenait une Zoé, la Zoé, elle coûtait 10 000 euros de plus, il y avait très peu de remises, et donc il se retrouvait avec une assiette de calcul qui faisait que son AEN, le montant qu'il allait payer, était le double, et l'entreprise, pareil. Eh bien, l'URSSAF, grâce aux directives qui ont été passées, a dit je vais vous faire un abattement à concurrence de 1 800 euros, vous divisez par 2. Et au-delà de 1 800 euros, là, on réintègre tout. Pourquoi ? En France, on fabrique des voitures électriques qui coûtent plutôt 30 000 euros. Donc, pas de raison que je favorise des voitures fabriquées outre-Rhin ou en Californie. Et donc, aujourd'hui, sur le véhicule électrique, on a un abattement qui permet de rendre compétitif un véhicule électrique. Et aujourd'hui, typiquement, la Tesla Model 3 qui vient de sortir, non, je n'ai pas d'action, commence à être extrêmement intéressante puisqu'elle est dopée sur tous les niveaux de la fiscalité. Et donc, aujourd'hui, on arrive très facilement à la positionner face à des berlines qu'on positionnait en entreprise, type BMW série 3, classe C, bref, de jolies autos. Bon, on en arrive tout ça à une étude sur le coût global. Le TCO, c'est le coût complet de détention. Eh bien, je voulais vous mettre en avant un point qui est très important, c'est que si vous ne regardez pas la fiscalité de vos voitures aujourd'hui, vous laissez échapper environ 20% du coût de détention de votre voiture, le fameux TCO. Il faut donc le maîtriser parfaitement pour comprendre comment ça marche, parce que quand vous regardez, si vous voulez acheter une voiture, si vous regardez la voiture électrique uniquement sur le prix remisé ou le loyer éventuellement avec entretien, vous loupez tout l'écart. L'écart, vous allez dépenser 2 fois moins de carburant et vous allez avoir une fiscalité qui va être quasi nulle sur la partie avantage en nature. Elle va être au même niveau, mais un bonus au lieu d'avoir une fiscalité sur le véhicule, peu d'IS sur les amortissements non déductibles, et puis derrière, finalement, une TVS qui est nulle. Donc, ayez bien la reconstruction de ce TCO. N'hésitez pas à demander à vos loueurs, si vous êtes en location longue durée, de vous aider à reconstituer ce TCO, même s'ils oublient régulièrement les amortissements non déductibles, de vous expliquer comment ça marche. Dernier point, et j'en arrêterai là, attention aux véhicules hybrides rechargeables. Ces véhicules bénéficient d'une fiscalité beaucoup plus douce, mais, et il y a un gros mais, un véhicule hybride rechargeable a une batterie qui vous permet de rouler environ de manière efficace 40 km. Si vous le rechargez tous les jours et que vous roulez tous les jours vos 40 premiers kilomètres avec la batterie, alors ça peut être intéressant, mais si vous faites 300 bornes tous les jours, dès que le véhicule ne sera plus sur la batterie, alors là, on a ralourdi le véhicule pour mettre ce deuxième moteur et la batterie, vous allez avoir une consommation de carburant qui va être entre 2 et 11 fois supérieure aux données constructeurs. Donc, le vrai problème qu'on a en entreprise, c'est l'usage. Quel est l'usage ? Si je suis chef d'entreprise et que je sais que comment je vais utiliser mon véhicule, pas de problème. Si je donne ce véhicule à un collaborateur qui s'en fout complètement et qui ne la recharge jamais, je vais faire exploser ce fameux TCO, coût complet de détention en bon français. Et donc, on vous a montré ici l'impact que va avoir un bon ou un mauvais usage du véhicule qui roule plus ou moins en électrique ou en thermique.
Et vous voyez aussi dans cette analyse que finalement, le véhicule électrique, ma cale qui est ici un moins, eh bien, me permet d'avoir une fiscalité sur certaines lois de roulage aujourd'hui où le véhicule électrique devient extrêmement compétitif. Mais attention, hein, les impôts sont toujours les mêmes, les carottes ne durent pas. Donc, premier arrivé, premier servi, et ceux qui auront laissé passer le train à un moment donné se retrouveront à payer le véhicule électrique au tarif normal. J'en ai terminé. Merci à vous. Ben, écoutez, merci beaucoup Philippe pour ces quelques lumières sur la fiscalité automobile. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas simple et je pense qu'il est important de se faire accompagner sur ces sujets parce que je pense qu'il y a vraiment, en fonction des options choisies, la possibilité de faire des économies pour les entreprises et pour vos entreprises. Juste avant de redonner la parole à François Blanc pour évoquer un autre sujet, je vous indique que les supports sont bien évidemment mis à votre disposition à l'issue de ce webinaire. On vient de parler d'un coût qui est important pour l'entreprise, qui est la flotte automobile. On va évoquer maintenant un second coût qui est la masse salariale. Et donc, François, vous allez nous parler des nouvelles aides qu'il y a pour l'embauche avec cette loi de finances 2021. Oui, tout à fait. On va donc finir sur le volet entreprise par la partie sociale. Est-ce que mon écran s'est bien partagé? Je pense que c'est en cours. Pour le moment, non. Le temps que vous partagiez votre support, je vois quelques questions dans le chat. Les supports donc, vous seront envoyés à l'issue de ce webinaire. Et pour les autres questions, bien entendu, Philippe Ambon reste avec nous pour y répondre à la fin des présentations. Et là, c'est bon, François, pour nous, on y voit bien. Ok, parfait. Donc, nous poursuivons donc avec les dispositifs, alors qui sont déjà un petit peu anciens, mais qui se poursuivent et qui devraient normalement se poursuivre dans les mois qui viennent. Ce dispositif, donc, c'est l'aide exceptionnelle pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Donc, ça, c'est la condition d'âge. Pour un contrat conclu à durée indéterminée ou alors un CDD d'une durée minimum de 3 mois ou plus. La limite, c'est un salaire brut compris jusqu'à 2 fois le SMIC mensuel, c'est un peu plus de 3 000 euros. Et donc, aujourd'hui, ce dispositif est applicable donc, pour tous les contrats de travail conclus entre le 1er août 2020, donc le dispositif est déjà un petit peu ancien, et jusqu'au 31 mars prochain. Pour l'instant, il n'y a pas de directive particulière, mais on peut quand même aisément penser que dans le contexte actuel, ce dispositif soit prorogé sur la fin de l'année 2021. On devrait avoir une communication de la part du gouvernement et du ministère concerné, je pense, dans les prochaines semaines. Cette aide, donc, elle est d'un montant de 4 000 euros et versée sur la première année du contrat pour un salarié à temps plein. Voilà. Et ensuite, en fonction de la durée du travail, cette prime peut être proratisée. Voilà. Donc, tous les employeurs sont éligibles effectivement à ce dispositif, à la seule condition que le salarié soit âgé de moins de 26 ans à la date de conclusion du contrat. Il y a également quelques autres conditions à respecter. Donc, celle du contrat, je l'ai évoqué, celle effectivement de la limite de rémunération à 2 fois le SMIC mensuel, et également effectivement de ne pas avoir procédé à un licenciement économique depuis le 1er janvier 2020. Voilà, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, je confirme effectivement que toutes les entreprises ainsi que les associations sont également éligibles à ce dispositif. Voilà. Et que les démarches, en fait, sont pas forcément très simples, puisqu'en fait, il faut déclarer pour pouvoir bénéficier et toucher effectivement ces aides, il faut pouvoir déclarer la présence du salarié sur un site de l'ASP qui s'appelle SILAE. Voilà, donc il y a quand même une démarche particulière à faire pour pouvoir toucher cette aide qui est versée tous les trimestres. Donc, il faut pouvoir justifier de la présence effective du salarié sur le trimestre civil pour pouvoir toucher cette aide. Donc, 1 000 euros par trimestre sur 4 trimestres. Voilà. Donc, ce dispositif existe. Je vous ai effectivement
renvoyer vers les liens de l'administration pour la mise en place de ce dispositif. Effectivement, mais ensuite, ça suit effectivement toutes les procédures liées à l'embauche du contrat de travail. En fait, il y a une déclaration effectivement à faire sur un site particulier pour pouvoir bénéficier de ces aides. Par ailleurs, effectivement, dans la même idée d'aide, effectivement, il y a également des aides également pour l'embauche d'un contrat en alternance, soit des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Là encore, ce dispositif, normalement, alors je le rappelle, même si l'échéance est proche, devait s'arrêter effectivement le 28 février. Elle sera sans doute également prorogée. Et là, on parle d'une aide effectivement qui peut aller jusqu'à 8 000 €, effectivement, alors selon des conditions d'âge et de qualification effectivement de l'alternant, sachant qu'il soit majeur et en fonction du diplôme effectivement qu'il va passer. Voilà, donc là encore, effectivement, pardon, j'avance un petit peu trop vite. Voilà. Là encore, effectivement, au niveau matériel, effectivement, le contrat effectivement, doit être approuvé et effectivement, la demande d'aide passe via la DSN mensuelle, comme vous savez, qui est la déclaration des cotisations sociales à l'administration. Et là encore, effectivement, le paiement est mis en place par le service de l'ASP au niveau effectivement, du versement effectif de ces aides. Voilà. Donc, je pense que ces mesures devront être effectivement prorogées, comme je disais tout à l'heure. Il faut effectivement, en tout cas, si vous envisagez une embauche soit d'une personne en alternance ou alors d'une personne de moins de 26 ans, être sensibilisé au fait qu'il y a des dispositifs et des aides qui sont mis en place dans ce cadre-là. Voilà. Et je vous invite effectivement après à vous rapprocher éventuellement de nos conseils pour la mise en place et surtout le versement effectif de ces aides, donc visant effectivement à pouvoir faciliter l'emploi des jeunes d'une manière générale et la formation, bien évidemment. Le dernier volet effectivement de cette loi de finances avec deux thèmes effectivement qui vont être abordés. Alors je pense que c'est déjà des choses que vous connaissez. Alors le premier thème effectivement c'est surtout celui de l'élargissement de MaPrimeRénov'. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails parce que c'est assez complexe. J'ai essayé simplement de vous énoncer en fait les quelques nouveautés effectivement depuis le 1er octobre dernier et donc dans le cadre du plan de relance de l'économie. En fait, ce dispositif qui est déjà en vigueur depuis le 1er janvier effectivement 2020 a été effectivement renforcé, si on peut dire, et donc est aujourd'hui éligible en fait pour tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, et également aux copropriétés. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point important. On précise également que les logements concernés par les travaux à financer concernent au jour d'aujourd'hui uniquement la résidence principale, à l'exclusion des résidences secondaires. Donc depuis le 1er octobre 2020, effectivement, tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, peuvent effectivement solliciter effectivement ce dispositif et également l'ensemble donc des copropriétés, comme je viens effectivement de l'énoncer. Un autre point effectivement important, c'est que effectivement, donc le plafond effectivement des ressources aujourd'hui a été catégorisé en 4 catégories. Alors, je vous renverrai effectivement à la documentation effectivement en ligne que je vous ai réindiqué effectivement dans ce support. Donc en fonction effectivement de ce qu'on appelle du revenu fiscal de référence du foyer, mais également de sa composition, ce qu'on appelle son quotient familial, c'est-à-dire le nombre de personnes effectivement composant le foyer fiscal. Donc la combinaison des deux vous classe dans une catégorie, et en fonction effectivement de la typologie de travaux à effectuer, je rappelle effectivement que ces travaux concernent tout ce qui est isolation, chauffage, ventilation ou audit énergétique. Donc effectivement, vous avez droit effectivement à des aides. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a également un 5e profil qui est celui réservé aux copropriétés. Donc les syndicats de copropriété, effectivement, peuvent, en tout cas en ce qui concerne les travaux dans les parties communes, peuvent également engager et bénéficier effectivement
de ce dispositif MaPrimeRénov'. Alors, comment en bénéficier? Alors là, c'est là où ça se complique un peu parce qu'effectivement, il y a toute une instruction, un dossier, des typologies de travaux bien précises, des conditions effectivement de ressources. Donc, à partir du 11 janvier de cette année, donc, tous les propriétaires occupants ainsi que les copropriétaires, effectivement, pouvaient déposer leur demande sur le site maprimerenov.gouv.fr. À partir du mois de juillet 2021, ces demandes pourront également être adressées par les propriétaires bailleurs. Voilà, donc ça, c'est une information voilà, importante. Et je pense qu'il est essentiel, effectivement, par rapport également aux ménages, de pouvoir les accompagner effectivement dans le cadre de l'instruction et surtout des démarches administratives qui leur permettent effectivement de solliciter les financements souhaités dans le cadre des travaux de rénovation, effectivement pour leur permettre effectivement d'avoir une simulation qui soit claire et d'éviter tout risque d'erreur. Donc je pense qu'il est vraiment important que vous puissiez proposer en tout cas vos services effectivement dans le cadre de l'accompagnement effectivement des particuliers au sens large dans le cadre de l'instruction de leur demande de financement. Voilà. Et un dernier point, on rappelle également que la prime Rénov' est cumulable également avec d'autres aides à la rénovation énergétique comme les certificats d'économie d'énergie. Et un dernier point que, à mon avis, vous n'ignorez pas, mais que je reprécise, c'est que l'ensemble de ces travaux bénéficient effectivement d'un taux réduit de TVA de 5,5%. Donc voilà dans les grandes lignes pour les principales évolutions de ce dispositif MaPrimeRénov', dont le champ d'application s'est quand même voilà, élargi depuis son instauration. Et enfin, le dernier point qui a subi effectivement une évolution à partir du 1er janvier 2021, c'est l'instauration d'un nouveau crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge électrique. Donc, en lien direct avec ce qui vous a été présenté effectivement sur les véhicules électriques. Donc effectivement, le gouvernement entend ainsi encourager, et là notamment les entreprises, mais aussi les particuliers, à investir massivement dans des véhicules électriques. Donc pour ce faire, effectivement, instaurer également un crédit d'impôt qui permet effectivement de pouvoir installer les bornes de recharge. Alors qui est éligible à ce dispositif? C'est assez large pour le coup, puisque d'abord, il faut être un résident fiscal au sens français, ce qui suppose effectivement qu'un non-résident ne peut pas bénéficier effectivement de ce crédit d'impôt. En revanche, ça concerne les propriétaires, les locataires ainsi que les occupants à titre gratuit. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment élargi. Donc, ils peuvent bénéficier de ce dispositif désormais. Et autre point important, l'attribution de ce crédit d'impôt ne dépend pas du niveau de revenu du foyer fiscal. Voilà, il est sans condition. Le montant de ce crédit d'impôt, alors il y a deux paramètres, effectivement, il couvre jusqu'à 75% des frais d'achat et de pose de la borne, effectivement, et il est plafonné à 300 € par borne installée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un couple marié ou pacsé, ils peuvent chacun bénéficier du crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt peut être doublé jusqu'à 600 € pour l'installation de 2 bornes. Voilà, c'est ce que j'ai précisé également ici. Autre point important, effectivement, c'est que ces bornes, le crédit d'impôt plus exactement, concerne la résidence principale, mais également secondaire cette fois. Pour le coup, c'est indifférencié, quel que soit le type de résidence. Ensuite, on voit sur des critères un peu plus techniques qui m'échappent un petit peu au niveau des types de bornes à installer. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ce dispositif, pour l'instant, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023. Pour l'instant, dans ces conditions, il sera peut-être renforcé dans les années qui viennent et sans doute prorogé pour suivre la tendance actuelle. Mais en tout cas, il est d'ores et déjà pérenne jusqu'au 31 décembre 2023 dans les conditions que je viens de vous mentionner. Voilà. Deux derniers points plutôt pratiques, effectivement. Donc, par rapport surtout aux particuliers qui vont engager ces frais, ce crédit d'impôt, effectivement, est lié au paiement effectif de la facture. Et donc, en fait, c'est sur
l'année du paiement, sur l'année fiscale du paiement, effectivement, quand il pourra bénéficier de ce crédit d'impôt. Voilà. Et bien évidemment, il doit pouvoir effectivement justifier effectivement de ses travaux par une facture effectivement détaillée. Il n'est pas obligé de fournir à l'administration, mais qu'il doit présenter sur demande de l'administration en cas de contrôle, mais ça va effectivement de soi, comme pour tous les travaux entraînant une déductibilité ou un crédit d'impôt. Voilà, eh bien, écoutez, je crois que j'en ai terminé sur ce volet particulier. On va pouvoir éventuellement échanger ou à répondre à certaines de vos questions. Voilà, avec Philippe, on est à votre disposition. Effectivement, merci François pour cette deuxième partie de votre présentation donc, qui concernait les charges sociales avec les aides à l'embauche et sur la fiscalité un peu plus personnelle. Deux, trois questions sur le chat et je vais commencer par une question de Jean-Claude qui nous demande si il y a eu des modifications sur les indemnités kilométriques, les ICA, pour cette loi de finances 2021. Je pense que c'est plus pour François, du coup, cette question, ou pour Philippe, comme vous le souhaitez. Pas de changement du barème à ma connaissance, donc on reste sur le barème qui date de juin dernier. François? Oui, je pense qu'il n'y a pas de modification à ma connaissance. C'est vrai que les ICA aujourd'hui, c'est un fonctionnement très particulier qu'on trouve beaucoup chez les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise de PME et de TPE, puisque derrière, c'est un moyen de sortir de l'argent de l'entreprise via des ICA. Alors attention, c'est un peu contrôlé quand même. Et attention aussi, parce que derrière, si vous déclarez plus de 15 000 km par an d'indemnité kilométrique, dans ce cas-là, la TVS commence à s'appliquer. Donc, le chef d'entreprise qui se serait acheté une jolie Porsche de fonction, d'abord, s'il l'achète à titre perso et qu'il place des ICA, eh bien, attention, parce qu'au-delà de 15 000 km, on a une fiscalité qui, on l'a vu, est basée sur les émissions de CO2. Donc, la voiture avec un gros moteur sous le capot va devenir prohibitive pour l'entreprise. Très bien, merci. On va rester avec vous, Philippe, pour une deuxième question. Vous avez parlé de Tesla tout à l'heure. Oui, exactement, le mot magique, parce qu'il y a eu deux questions à ce sujet. Pour peut-être reprendre votre exemple rapidement de tout à l'heure. Eh bien, écoutez, je suis retourné sur le site de Tesla. Donc, vous prenez le prix. Tesla a annoncé une baisse surprise et spectaculaire de 5 000 € de la version de base de la série Model 3. Donc, autonomie standard plus sur le site de Tesla, 43 800 €. À ce titre, vous avez la possibilité de bénéficier du bonus écologique à hauteur, puisque la voiture vaut moins de 45 000 €. Vous récupérez un abattement de 4 000 € de crédit d'impôt. 5 000 € si vous la commandez maintenant, 4 000 deuxième partie d'année. Donc, 43 800 moins 5 000. Ensuite, vous n'avez pas de TVS à payer dessus. Et ensuite, vous allez avoir une voiture à 43 800 sur laquelle vous allez avoir une batterie à 10 000 €, donc 38 000 grosso modo. Et vous allez avoir un amortissement non déductible de 30 000, donc il reste 8 000 €. Là où une voiture, une grosse série 3, une belle série 3 ou une classe C, vous auriez l'intégralité du véhicule en amortissement non déductible. Donc ce véhicule aujourd'hui, attention, quand vous voulez comparer combien vous coûte ce véhicule par rapport à un véhicule thermique, remettez bien toutes les couches du millefeuille. Et quand vous allez ajouter le loyer, en effet, une BMW ou une Mercedes va vous coûter 2 fois moins cher en loyer. Mais il faut considérer que la consommation d'un véhicule électrique, ce n'est pas gratuit, hein, l'électricité, vous le savez tous normalement chez vous, mais c'est 2 à 3 fois moins cher que la consommation de carburant. Donc, si vous avez un budget carburant mensuel de 100 €, vous allez passer à 50 € avec une Tesla. Par contre, attention, il faut réintégrer dans votre budget de fonctionnement le fait que vous allez devoir investir pour mettre une borne. Et donc, cette borne, comme le disait François, en effet, en tant que particulier, vous allez avoir 300 €. Et donc, sur une borne, si on est sur une wallbox de base, on va être sur quelque chose qui tourne entre 500 et 1 000 €. Si on est sur une borne un peu sophistiquée, on est sur un ticket à 1 500 €. Bon, donc, vous avez un crédit d'impôt de 300 € que vous récupérez. Donc voilà, la Tesla aujourd'hui, quand on cumule le budget carburant et les avantages fiscaux et le bonus, on a en effet un véhicule aujourd'hui qu'on arrive à placer en entreprise. Et en général, c'est très rigolo puisque le véhicule électrique, tout le monde a une bonne raison de ne pas vouloir le prendre,
mais on a toujours quelqu'un dans la salle qui nous dit « Ah ouais, mais moi, si vous mettez des Tesla, là, par contre, je vais réussir. » Bah, chiche. Oui, effectivement. Une autre question pour peut-être conclure sur ce deuxième webinaire-ciel, une question concernant les aides de logement pour savoir si elles existaient toujours ou non, François. Question de Thierry, qui nous demande Aide si au les aides logement. Action Logement existent toujours. Alors, a priori, oui, mais il faudrait que je demande confirmation. Mais, Très bien. Bon. oui. Mais on prend cette réponse. Je pourrais vous le confirmer rapidement pour que vous puissiez le mettre en ligne. Très bien. Philippe, une petite précision. Vous avez votre micro d'éteint, Philippe. Pardon, je l'avais coupé. Est-ce que l'installateur doit avoir la mention IRVE pour bénéficier du crédit d'impôt? Il me semble qu'il fallait un installateur IRVE, en effet. Oui, effectivement, il y avait cette question également pour les installations IRVE. Donc, merci pour d'y avoir répondu, Philippe, qui était passé un peu à la trappe. Des réactions encore sur la non-déductibilité pour la Tesla. Donc, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, comme on vous le disait tout à l'heure, les supports de cette présentation vont vous être envoyés à tous par mail. Ce qu'il est important de souligner, c'est que sur la fiscalité, il vaut mieux se faire accompagner, que ce soit par un professionnel du chiffre avec les experts comptables ou des sociétés qui sont spécialisées dans la fiscalité pour les véhicules, notamment avec Olson, comme on l'a vu. Merci Philippe, merci François. On se donne rendez-vous dans quelques semaines, dans courant de mois de mars, pour une troisième édition de ces webinaires-ciels. Bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.